Allô à toi et re-bienvenue dans un de mes épisodes de podcast réalisés également sous forme de vidéo. Donc, si tu n'as pas vu ça passer, j'en ai déjà partagé un précédemment sur ma chaîne. Je vais te mettre les liens pour y accéder dans la barre d'infos en bas. Et dans cet épisode-là, je parlais avec une kinésiologue qui s'appelle Jasmine et qui est vraiment passionnée par son domaine. Elle est également étudiante au doctorat en kinésiologie et elle nous a partagé plein d'informations pour nous permettre d'éviter le surentraînement et de trouver une façon de bouger avec plaisir en confinement. Aujourd'hui, je parle d'un sujet un petit peu différent, mais quand même très connexe, donc c'est rapproché. Je vais parler de la Journée internationale sans diète qui a lieu le 6 mai, donc au moment de la mise en ligne de la vidéo. Et j'ai eu la chance de discuter avec des pros du domaine, donc deux nutritionnistes, Andréane ainsi que Nathalie, qui travaillent toutes les deux pour Équilibre, un organisme qui a pour but de nous permettre de retrouver justement l'équilibre avec notre propre corps, de retrouver la capacité à nous trouver beaux, belles, peu importe notre taille. Et ça, c'est super important. Et ils ont aussi lancé une campagne en lien avec la Journée internationale sans diète qui s'appelle « Tournez le dos au régime en réconciliant votre tête et votre cœur ». Et ça me parle énormément. C'est vraiment en lien avec mon approche. Et je vais vous présenter sans plus tarder les deux nutritionnistes avec qui j'ai eu la chance de jaser. Mais là, comme je veux m'en tenir à leur description, je vais regarder sur mon cellulaire et je vais vous lire ça. Mais pour vrai, vous allez voir qu'elles sont définitivement passionnées par la bouffe, comme je le suis également. Donc, Nathalie est nutritionniste et surtout gourmande. Donc, elle dit flairer les pâtisseries et les desserts à des kilomètres à la ronde. Elle a étudié en nutrition à l'Université Laval et c'est à ce moment-là qu'elle a développé une passion pour tout ce qui concerne de près ou de loin la santé de la population en général, donc la santé publique. Depuis maintenant 15 ans, elle sillonne le Québec ainsi que la France à la recherche de nouveaux défis et aussi de nouvelles recettes. Donc, elle a vraiment travaillé avec plusieurs types de populations différents, autant les personnes qui sont plus jeunes que les personnes plus âgées et aussi des gens ayant des milieux complètement aux opposés par moment. Elle aime surtout développer de nouveaux projets, donc elle adore donner des conférences, puis elle a mentionné aussi que normalement, elle a l'habitude de parler avec ses mains, donc de gesticuler beaucoup, fait qu'on la reconnaît facilement lorsqu'elle donne des conférences. D'ailleurs, j'allais dire que je fais un peu la même chose avec ma petite main à côté, je comprends pas, ma petite main, mon petit cellulaire. Voilà. Après avoir fait sa maîtrise dans le domaine, elle a développé une passion pour tout ce qui concerne les environnements alimentaires, mais plus récemment, elle s'est tournée vers le domaine de l'acceptation de soi. Elle permet aux gens de développer une meilleure relation avec leur corps et avec leur alimentation et leurs différents repas. Et c'est quelque chose qui l'anime énormément. Donc, c'est une passion pour elle. C'est un sujet qui est très vaste, mais c'est aussi très concret, puis elle peut vraiment aider les gens. Puis je pense que c'est ce qu'elle adore. De son côté, Andréane Dufault-Bouchard est une nutritionniste qui est passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la relation qu'il peut y avoir entre la nourriture et notre corps. Elle a aussi obtenu une maîtrise dans le domaine à l'Université Laval, donc elle est vraiment une pro en la question. Son parcours universitaire lui aura donc permis d'approfondir sa compréhension de la relation entre les comportements alimentaires et le stress. Elle a ensuite travaillé au ministère de la Santé et des Services sociaux dans l'équipe du plan d'action gouvernementale de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids de 2006 à 2012 qui s'appelait « Investir en l'avenir ». En 2009, elle s'est donc jointe à l'équipe d'Équilibre où elle a depuis coordonné le développement de nombreux programmes et campagnes de l'organisme, participé au développement de formations continues pour les professionnels de la santé, donné des cours aux étudiants universitaires et des conférences variées. Donc, Andréane agit également à titre de porte-parole pour l'organisme. Sa polyvalence professionnelle fait d'Andréane une experte qui vous aidera à distinguer le vrai du faux. Donc ça, c'est tellement important. J'adore vraiment ça. Dans la multitude de messages contradictoires qui circulent sur la gestion du poids, l'alimentation et l'image corporelle. Donc, Andréane adore également voyager et découvrir ce qui se cache dans les épiceries des différents pays. Elle adore aussi cuisiner et c'est une fille de
plein air. Donc, elle cuisine avec sa famille, avec sa fille plus précisément. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu jaser avec ces deux femmes passionnées et vraiment super intéressantes. Dans cet épisode de podcast, on a discuté de deux sujets différents. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est exactement équilibre? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Comment est-ce qu'ils aident les gens à avoir une meilleure image d'eux-mêmes? Et ensuite, on a parlé également des diètes et des régimes et de leur impact sur justement notre santé globale, parce que la santé, c'est pas seulement la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale et aussi la santé à travers nos relations sociales. Donc, je vous laisse sur l'entrevue et je vous dis justement avant de partir sur l'entrevue qu'il va y avoir une deuxième partie dans laquelle on va parler également du poids et de l'apparence corporelle en période de confinement. Donc, ça va venir plus tard. Abonne-toi à la chaîne pour en voir plus. Bonjour les filles, comment vous allez? Ça va bien, merci. Ça va super bien. Donc, je suis avec Andréane et Nathalie dans le bas de l'écran. Et là, en ce moment, on s'apprête à parler d'un sujet super important, mais je vais commencer avec des petites questions par rapport à vous, donc pour vous découvrir un petit peu plus. Donc, est-ce que vous pourriez me dire 3 mots à votre sujet? Alors, je me lance. Moi, je pense que je suis une personne qui aime assez planifier les choses, qui est assez organisée. Je suis à l'écoute des gens. Je suis assez curieuse. J'aime ça poser des questions. Moi, je dirais que je suis une personne efficace, organisée et sensible. Parfait. Puis est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu plus votre parcours aussi? Tu sais, pourquoi, en fait, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie avant de devenir nutritionniste? Donc, par quelle étude vous avez fait? Où vous avez grandi? Dans quel contexte? Votre famille, un petit peu, ça ressemble à quoi? Ben, moi, j'ai grandi dans une famille normale, dans la banlieue de Montréal. J'avais vraiment des parents qui n'étaient pas du tout dans les régimes. J'ai pas du tout grandi dans ce milieu-là. Fait que je pense que j'étais assez chanceuse. J'ai été épargnée de ça. Il n'y avait pas d'interdit. On mangeait du dessert à tous les jours. Puis même, c'était dans le temps où il n'y avait pas encore les politiques alimentaires dans les écoles. Là. Donc, j'avais des petits gâteaux vachons, j'avais des barres tendres au caramel au chocolat pour mes lunchs. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Chez nous, on pouvait manger tout ce qu'on voulait. J'étais une personne qui était très difficile, là, au grand désespoir de mes parents, donc je mangeais pas grand-chose. Puis, ils ont peut-être voulu me forcer souvent à manger, à finir mon assiette, là, ce qu'on dit, hein. Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas ton dessert. Ouais. Je pense que je l'ai entendu souvent. Mais j'avais ma grand-mère qui habitait chez nous, puis quand mes parents ils partaient, parce qu'ils étaient tannés d'attendre avec moi à la table que je finisse par manger mon assiette, ben, elle prenait les restes, puis elle les jetait à la poubelle, ou à les garder pour autre chose. Donc, j'ai quand même, j'ai pas eu à finir mon assiette. Okay. Donc, c'est ça. C'était un parcours assez classique. Puis après, je suis allée au Cégep Maisonneuve à Montréal, puis en sciences de la santé, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Oui. Puis il y a eu un jour, mon amie, elle a mis une petite note dans ma case, là, les célèbres paroles de Robert Charlebois qui disait « Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. » Hein? Et là, on est parti étudier à l'Université à Québec. Ça a été des super beaux moments. C'est là que j'ai étudié en nutrition. Moi, j'ai grandi en Outaouais, à Gatineau, avec mes parents, un peu comme Nathalie. Je trouve que j'ai eu des beaux modèles de parents. Là. Pour moi, c'est mon père qui cuisinait beaucoup à la maison quand j'étais jeune. C'est le fun aussi pour le modèle un peu moins traditionnel des fois de la femme qui cuisine. Je me souviens que mon père a toujours fait beaucoup la cuisine avec moi aussi. Je me rappelle d'avoir vu des photos où je tenais un gros pain tout chaud que mon père venait de faire, puis je croquais dedans quand j'étais petite. Fait que je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on prône en général aussi. Puis j'ai été chanceuse d'être exposée à ça aussi pendant mon enfance. Mes parents aussi m'ont toujours valorisé beaucoup pour ce que je faisais, pour mes qualités, au-delà de mon apparence aussi. Fait que ça, je trouve que j'ai été choyée aussi d'être dans un milieu comme ça avec des parents qui avaient ces valeurs-là puis qui ont pu faire ça aussi pour moi. Sinon, j'ai étudié dans le fond en Outaouais au secondaire et au cégep. Et je suis allée étudier à l'Université à Québec parce que j'avais de la famille qui vivait là-bas. Le bac en nutrition se donnait là. Donc, je suis déménagée là. Puis finalement, je suis venue travailler à Montréal par la suite. Oui, il y a une transition dans le fond Québec vers Montréal là, en cours de route, mais qu'est-ce que tu as aimé mieux, Québec ou Montréal? Je suis curieuse. Bien, au départ, on dirait que j'imaginais que Montréal, c'était vraiment une grosse ville puis que je me sentirais un petit peu perdue. Mais j'ai beaucoup aimé les deux. J'avais de la famille à Québec, donc je sentais que c'était un terrain connu. Puis après, j'ai découvert vraiment Montréal. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais j'ai pas un parti pris, là. Il y a une petite compétition Québec-Montréal. Des fois, moi, je me promène le long de la 20 puis ça me satisfait pleinement. Oui. J'ai hésité beaucoup, moi aussi, entre les deux là, pendant mon parcours, mais finalement, je suis à Montréal, moi, présentement. Puis c'est correct. J'aimerais ça être un peu plus en campagne quand même, de temps en temps, là, surtout ces temps-ci. Là. Sinon, dans le fond, qu'est-ce qui vous a poussé exactement à aller étudier en nutrition? Ben moi, j'avoue que je pense que je connaissais même pas nutrition quand j'étais au cégep. J'avais appliqué pour aller en pharmacie, en psychologie.
Puis un jour, je savais pas lequel décider entre les deux. Puis c'est une de mes amies qui m'a dit, ben pourquoi tu vas pas en nutrition? J'ai dit, nutrition, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a 15 ans, c'est un petit peu moins connu, là. J'étais même allée voir un orienteur qui m'avait complètement déconseillé d'aller en nutrition parce qu'il n'y aurait jamais débouché. Donc, une chance que je ne l'ai pas écouté parce que maintenant, en nutrition, on le sait comment c'est super important. Puis, je suis vraiment contente d'avoir choisi la nutrition. Je pense que ça répond un petit peu là, aux deux côtés, de vouloir aider les gens, mais en y allant d'un côté un petit peu plus aliment, là, je trouve que c'est parfait. Oui, c'est un beau juste milieu aussi entre le côté médical et le côté justement gourmandise, plaisir alimentaire, cuisine, tout le contexte en fait là, alimentaire qui est quand même assez grand aussi. Là. Ouais. Et toi, Andréane? Moi, c'est un peu le même parcours. Je savais pas trop en quoi aller. J'aimais beaucoup les sciences. J'étais bonne à l'école, donc au cégep, j'étais allée en sciences pures. Puis moi aussi, devant le choix à faire de l'université, j'étais allée voir une conseillère en orientation. Puis on regardait un peu mes intérêts. J'aimais beaucoup tous les aspects, tu sais, sciences, médecine, compréhension du système, du corps humain et tout ça. J'avais un côté aussi très sensible. J'avais le goût d'aider la relation d'aide. Je trouvais ça super intéressant aussi. Donc, elle me disait, je pense que ça, c'est une profession qui pourrait concilier tes intérêts. Donc, finalement, le bac se donnait pas à Ottawa, qui était l'endroit le plus proche de chez nous encore. Puis Montréal, je connaissais moins la ville. Comme je disais tantôt, j'avais de la famille à Québec. Donc, finalement, j'avais décidé de partir pour aller à Québec étudier en nutrition. Alors, je restais en résidence la première année. C'était la première fois que je restais toute seule, que j'allais à l'épicerie faire toutes mes choses toute seule. Fait que j'aimais ça, puis j'allais vraiment en fonction de mes goûts, de mes envies. Puis mes parents riaient beaucoup parce que j'achetais des fois des grosses oranges à 2 $. Puis je regardais comme pas, on dirait, j'étais vraiment dans un moment de pleine écoute de mes envies. Puis finalement, je me suis assagie un peu quand même avec le temps. Puis ensuite, c'est ça, j'ai continué à faire le bac. J'ai fait la maîtrise en nutrition aussi parce que j'avais envie d'en savoir plus. Je m'intéressais beaucoup au comportement alimentaire. J'ai fait ma maîtrise là-dessus, en fait, le comportement alimentaire et le stress. Donc, ça a été vraiment super intéressant aussi, ces années-là de maîtrise. Donc, ça a été un beau parcours universitaire. Puis ensuite, ben, j'ai eu mon offre pour venir travailler à Montréal. Donc, j'étais bien contente de m'en venir ici aussi. Oui. Oh mon Dieu, oui, non. Je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis là, par rapport à quand on commence à aller à l'épicerie là, au début, des fois, là, on sait pas trop comment gérer tout ça. Fait qu'on achète des trucs qui sont vraiment dispendieux, on s'en rend pas compte. Rendu chez nous, on fait comme, OK, j'ai acheté des tomates, ça m'a coûté genre 5$ pour 2 tomates, 10$ pour 2 tomates. Des fois, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. En tout cas, donc, on apprend nos erreurs, puis c'est ça qui est le mieux dans tout ça. Et là, on va passer à une partie, en fait, qui concerne vraiment l'organisme pour lequel vous travaillez, donc le groupe Équilibre. Et là, il y a justement, on va parler du mouvement, on va parler de la journée spéciale aussi, là, qui va avoir lieu le 6. Donc, aujourd'hui, techniquement, au moment auquel on va mettre la vidéo en ligne, pour ceux qui la regardent plus tard, vous allez pouvoir avoir quand même accès au contenu. Et là, j'aimerais en fait savoir justement, c'est quoi exactement la mission du groupe Équilibre? Pouvez-vous m'en dire un peu plus par rapport à tout ça? Équilibre, c'est un organisme qui a été fondé en 1991, donc c'est un organisme québécois à but non lucratif qui s'est donné pour mission de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l'image corporelle dans la population par des actions encourageant et facilitant le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie. Et une des actions d'Équilibre, c'est justement la Journée internationale sans diète, qui est une journée qui a été développée ou qui a été mise sur pied par une Britannique, Mary Evans Young, en 1992, qui, elle voulait dénoncer l'inefficacité des régimes et les dangers liés à l'obsession de la minceur. Donc, Équilibre, on a repris cette idée-là, et puis depuis 2007, à tous les 6 mai de chaque année, on souligne la Journée internationale sans diète par des thématiques sur l'image corporelle ou sur les dangers associés au régime. Cette année, plus spécifiquement, l'idée est vraiment venue quand, à un moment donné, je regardais l'émission Moi, je mange avec Stéphane Bellavance et il y avait son invité Bernard Lavallée qui était là. Les deux jasaient des diètes ensemble, puis à un moment donné, Stéphane disait « Je comprends les risques des diètes, je le sais, que souvent on reprend le poids perdu, je sais qu'il y a des effets négatifs, mais il y a quelque chose entre ici et ici qui se connectent pas, puis on dirait que ça nous a vraiment inspiré. Puis je trouvais que c'était tellement important d'aborder cette question-là parce que souvent, justement, les gens ont de la misère à réconcilier leur tête et leur cœur. Leur tête est habituée de contrôler, de calculer, de réfléchir aux portions, bien d'avoir des attentes par rapport à un poids ou une silhouette idéalisée. Puis le cœur, lui, des fois, aurait envie d'un petit peu plus de bienveillance, a peur d'être encore déçu, aimerait ça essayer d'autres choses. Fait que c'est vraiment ça qui nous a inspiré la campagne. Donc, on a développé un visuel de la campagne, une petite bande dessinée pour faire réfléchir un petit peu les gens à cette question-là d'espèce de
de tiraillement entre la tête et le cœur. On a un genre de parcours aussi où le cœur et la tête se promènent ensemble sur le chemin de la réconciliation. On a des balados. Avec toi, on a un billet de blog, donc les gens peuvent se rendre sur équilibre.ca/réconciliation justement pour avoir accès à tout ce matériel-là cette année. Ah, puis la BD est vraiment cool aussi avec le petit chemin. Là, je trouve ça super intéressant, même de mon côté, là, pouvoir voir le petit parcours que les gens peuvent faire. Puis en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, là, le concept avec la tête et le cœur, là, vraiment bien pensé. Là, justement, pour faire une espèce de transfert vers un sujet qui est vraiment en lien avec la thématique de la journée, c'est les diètes. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre avis par rapport aux diètes. Donc, en tant que nutritionniste spécialisé dans le domaine, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, qu'est-ce que vous pensez des diètes qui visent la perte de poids? Ben, dans le fond, c'est sûr que dès qu'on vise à contrôler son poids, à vouloir perdre du poids, c'est pas la bonne solution. Je pense que je serai pas la première à le dire. Là. On l'entend de plus en plus martelé en ce moment. Pourquoi c'est pas la bonne solution, les régimes? Parce qu'à long terme, ça sera pas efficace. Donc, c'est pas personnalisé, ça répond pas aux besoins du corps. Donc, c'est évident que ça va être difficile de conserver ces habitudes-là dans le temps, ces habitudes de contrôle-là qui nous privent finalement, qui nous empêchent de répondre aux besoins de notre corps. Puis on le sait de toute façon que 85 à 95 % des gens vont reprendre leur poids au bout de 5 ans après un régime. Donc on le sait que ça ne fonctionne pas. Ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on parle, plutôt que de parler de régime, c'est d'atteindre notre poids naturel, de viser notre poids naturel. Mais ça, je peux comprendre que ça ne soit pas toujours facile à entendre, puis que ça peut être difficile à accepter, parce que notre poids naturel, c'est peut-être pas tout le temps le poids qu'on aimerait avoir. Mais c'est quoi notre poids naturel? C'est le poids qu'on va avoir quand on adopte des saines habitudes de vie, quand on mange, qu'on bouge, qu'on dort pour répondre aux besoins de notre corps. Puis une fois là, qu'on va avoir assez de tout ça, que le corps il va savoir qu'il peut nous faire confiance, ben, il va dire, bon, OK, je peux conserver ce poids-là. C'est ça notre poids naturel. C'est pas celui qu'on va avoir parce qu'on s'entraîne 25 heures par semaine pour juste brûler des calories. Là, je veux pas dire qu'il faut pas s'entraîner 25 heures. Là. C'est juste que quand on vise dans l'excès juste pour de s'entraîner, juste pour brûler des calories, c'est peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Puis notre poids naturel, c'est pas le poids qu'on a dès qu'on se contrôle finalement, là, dès qu'on vise un contrôle calorique. Oui, c'est vraiment une question d'objectif aussi, dans le fond, à travers tout ça. T'sais, si on fixe vraiment des objectifs d'apparence, puis qu'on se pousse toujours à fond, puis qu'on doit toujours avoir une pression, puis un sentiment de culpabilité, si on le fait pas aussi, c'est souvent ça qui arrive, ben là, ça devient plus négatif, puis ça peut avoir des impacts aussi vraiment moins intéressants sur notre santé à long terme, parce qu'au final, on a des habitudes qui sont peut-être pas optimales non plus, donc quand on veut vraiment trop perdre du poids, ça peut découler à d'autres conséquences. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Puis sinon, si on passe aussi à la partie, pourquoi est-ce que c'est aussi populaire, justement, les diètes? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui essayent encore d'en faire? Bien, on vit dans une société où l'apparence occupe une place vraiment très, très importante. Les régimes, ça fait partie de l'environnement ambiant aussi depuis plusieurs années. Donc, on parle, nous, souvent d'une norme sociale de minceur. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que les gens ressentent une grande pression pour maigrir. Quand on fait juste penser à tous les magazines, dès qu'on feuillette une revue ou quand on regarde un film ou une émission à la télévision, on voit toujours un modèle assez unique de minceur pour les femmes, d'hypermusculature pour les hommes. C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'actions en faveur de la diversité corporelle qui se font maintenant, mais reste que c'est pas encore la norme de voir la diversité partout, tout le temps. Donc ça laisse sous-entendre que pour être beau, il faut être mince. En plus, on rajoute à ça toutes les retouches photos dans les magazines. Déjà que les mannequins sont très minces. En plus, une petite couche de gras qui n'est pas tout à fait au bon endroit, on la retouche, donc ça laisse croire aussi que le gras, c'est inacceptable. Il y a beaucoup de valeurs dans notre société aussi qui associent la minceur à la performance, à la réussite, au bonheur. Donc tout ça aussi, ça pousse à dire, si tu n'es pas mince, tu n'auras pas tout ça. Il y a aussi beaucoup le discours médical. On parle évidemment souvent des risques associés à l'excès de poids, mais le raccourci entre poids et santé est souvent beaucoup trop... est faite à tort parce qu'en fait, c'est des habitudes de vie qui sont importantes au-delà du poids seulement. Si on est mince, qu'on fume, qu'on mange mal, qu'on est stressé, qu'on ne fait pas d'activité physique, on a pas mal de risques pour notre santé, pas mal plus aussi. Donc, c'est important de remettre ça un peu en perspective, mais ça aussi, ça laisse quand même sous-entendre que pour être en santé, il faut être mince, alors que c'est pas nécessairement le cas.
Il y a beaucoup de préjugés aussi à l'égard des personnes avec un surplus de poids. Quand on fait juste regarder des statistiques sur l'obésité dans des articles de journaux, il y a toujours une espèce de personne pas de tête en surpoids qui mange un hamburger. C'est très, très stigmatisant. Il y a beaucoup de préjugés aussi en général sur le fait que les personnes grosses manquent de volonté, bougent pas assez, etc. Donc, tout ça, ça met aussi une pression pour rester mince ou ne pas devenir gros, alors qu'il faudrait plutôt défaire ces fausses croyances-là parce que ça a un impact très important aussi et très négatif, ces préjugés-là. Et finalement, il y a toute l'industrie de l'amaigrissement qui met tellement d'argent en marketing aussi pour nous faire croire que maigrir, dans le fond, c'est facile, qu'il n'y a pas de problème, qu'on a juste à suivre le régime et que ça devrait fonctionner. Donc, tous ces éléments-là, ça fait en sorte qu'on vit dans une société où il y a une grande pression pour maigrir. Et cette grande pression-là, qui est un peu dans la société, va aussi mettre une pression sur notre entourage, sur nos amis, sur nos enfants, sur nos professeurs à l'école. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que les gens vont un peu adhérer à cette norme-là sans le vouloir nécessairement. Puis, comme individu aussi, ça nous affecte. Et nous-mêmes, en endossant ça, ben, on contribue à renforcer la norme. Donc, tout le monde, à chacun des niveaux, a un peu de responsabilité. Puis l'idée, c'est pas d'accuser les gens, mais c'est juste de prendre conscience que si on fait un commentaire sur le poids, si on transmet des messages en lien avec l'amaigrissement qui peuvent nuire, si on est un journaliste qui fait un article sur l'obésité, si on est un professionnel de la santé qui fait un message, tout le monde à son niveau peut essayer d'agir pour faire en sorte que dans le fond, cette norme-là change. Donc ça, je dirais que c'est une partie très importante de pourquoi il y a une pression à ce point-là aussi dans la société. Je pense aussi que les régimes, ça fait tellement partie de l'environnement ambiant depuis des années, mais combien d'années, des années et des années. Je pense que les gens savent très bien comment être au régime, comment se priver, comment contrôler leur poids, mais ne savent pas comment ne pas faire ça. T'sais, on n'est pas habitué en général de s'écouter, de respecter les besoins de son corps, de se faire confiance, de laisser un peu la notion de poids de côté. Tout ça, c'est insécurisant parce que c'est une dose d'inconnu. Donc, il y a plusieurs peurs justement qui empêchent les gens de renoncer à l'idée de suivre un régime. Puis, j'aimerais ça compléter aussi tantôt ce qui s'était dit sur les régimes. C'est sûr qu'il y a un risque quand on met trop l'accent sur la perte de poids parce que souvent les gens font des super beaux changements, mais le poids ne suit pas nécessairement sur la balance pour plusieurs raisons qui sont très, très variables d'une personne à l'autre. Donc, quand on met juste l'accent sur le poids, ça risque d'être décourageant, puis ça risque de nous faire abandonner ces nouvelles habitudes-là. Mais en fait, on n'est pas contre la perte de poids, puis on ne veut pas non plus on décourage les gens quand on dit ça. Chacun individuellement peut s'observer, analyser sa situation, puis essayer de faire des changements pour améliorer ses habitudes de vie ou sa santé, puis peut-être éventuellement que le poids va suivre, mais c'est juste que on peut pas garantir ça, puis on veut pas que toute la motivation soit basée uniquement sur le poids. On entend souvent aussi des gens dire « Ah, mon Dieu, je regardais mes photos de moi quand j'avais 20 ans, puis mon Dieu, que je suis belle, puis dans le fond, dans ce temps-là, je me trouvais grosse, puis j'avais commencé à suivre un régime. » On dirait que notre message, c'est un peu ça, c'est acceptons-nous donc un peu maintenant au lieu de s'embarquer dans cette espèce de cycle sans fin-là qui finira jamais finalement, qui va nuire à la relation avec notre corps, la nourriture, l'activité physique. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie d'envoyer comme message aussi là, avec la notion de stopper les régimes. Ah, mais c'est tellement, mon Dieu, c'est tellement admirable comme mission pour vrai. Je pense que les gens, ils devraient tous tomber sur votre contenu parce qu'on a tous ça, justement, internalisé, comme on dit un peu, là, comme on en voit tellement partout les régimes, la culture des diètes est absolument dans tous les commerces, dans toutes les publicités, quasiment dans plein de contenus. Puis on remarque comme plus non plus qu'on a ces habitudes-là de s'imposer un stress, même nous, ça nous arrive avec le confinement, des fois on se met, tu sais, on va plus au gym, tu sais, on a-tu pris du poids, tu sais, on se repose des questions, puis pourtant, tu sais, je veux dire, on est en santé, on n'a pas de limites en lien avec notre poids, on devrait même pas se poser des questions du genre, on devrait vivre notre vie tout simplement, puis profiter des moments, puis justement, en ce moment, la situation est différente, puis il faut accepter ça, puis voir qu'on est un petit peu affecté aussi par le contexte environnemental aussi, donc c'est normal. Puis justement, j'ai une question qui me fait vraiment rire en l'écrivant parce que je me doute de la réponse, mais je me demandais si, de votre côté, vous pensez qu'il existe vraiment un régime pour perdre du poids qui fonctionne. Ben oui, en effet, t'avais vu juste en pensant qu'on allait dire... Non, je pense pas que dès qu'on vise à vouloir contrôler son poids, à perdre du poids, on va être dans la restriction, on va se donner des règles pour manger, pour bouger, on va juste espérer que le poids il change sur la balance, puis ça peut avoir des conséquences, ça peut entraîner des conséquences physiques, là, c'est sûr, à court, moyen ou long terme, là, on peut avoir faim, on peut être épuisé, ça peut faire des changements sur le métabolisme, il va y avoir plein de choses dans le corps qui va arriver qu'on ne voit pas nécessairement. Il peut avoir des conséquences aussi sur notre santé mentale. Ça, on ne le voit pas nécessairement, mais la honte d'avoir échoué si on prend son poids, la culpabilité d'avoir mangé quelque chose qui est interdit,
l'estime de soi hein, qui peut être un petit peu altérée là, si on n'a pas le poids qu'on voudrait avoir. C'est pour ça qu'on parle de s'accepter le plus possible. Puis la charge mentale des régimes, je pense qu'il faut pas l'oublier. On parle souvent de charge mentale des parents ou du monde dans la société, là, mais je pense que les régimes, ça peut prendre beaucoup de place dans la tête. Là. Puis j'avais même lu de Christy Harrison qui parlait dans son livre Anti-Diet, elle disait que pour certaines personnes, là, ça peut être quasiment comme un emploi à temps plein de penser tout le temps ces régimes. Je pense que ça peut être une conséquence aussi qu'on arrête de vivre finalement parce qu'on pense juste à ça. Puis, il y a des conséquences aussi au niveau social. Si je m'empêche d'aller manger au restaurant, ben là, quand le confinement sera terminé, là, ou si je m'empêche de partager des repas avec des amis parce qu'il y a des aliments que je n'ai pas le droit de manger, ça crée l'isolement aussi, là. Puis, je pense qu'Andréane, tu avais vraiment raison en disant, ça ne veut pas dire qu'on est contre la perte de poids, là. Si quelqu'un qui fait des changements dans sa vie, finalement, il y a une perte de poids qui survient, mais c'est parce que cette personne-là, elle n'était pas dans son poids naturel. Mais tout est dans l'intention. Si je décide de vouloir juste être dans l'intention de contrôler mon poids, c'est là qu'il peut avoir des conséquences. Puis il ne faut pas les minimiser parce qu'au début, ça peut être facile de perdre du poids, mais plus ça va aller, plus ça peut être difficile. Et là, plus les conséquences, c'est là qu'on les fait plus sentir. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Non, c'est vraiment ça l'affaire. C'est qu'il faut vraiment prendre le temps de s'écouter aussi, là, puis de vraiment reprendre un peu le dessus sur tout ça, puis cesser d'écouter les croyances externes, là, puis tout ce qui nous est imposé. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis justement, comment on peut faire pour réussir à mettre de côté toute cette pression-là qu'on peut ressentir par rapport au fait qu'on devrait avoir un certain poids, qu'on devrait faire des régimes? Comment on peut faire pour mettre toute cette pression-là de côté? Oui. Je pense que c'est exactement ça, la campagne de notre thématique de la campagne de la Journée internationale sans diète de cette année. Mm-hmm. Puis, on a voulu se dire, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être d'identifier ce qui nous pousse à nous mettre continuellement au régime. Qu'est-ce qui fait qu'on veut tout le temps être au régime? C'est que c'est sûrement quelque chose qui nous empêche d'arrêter de se mettre au régime. Puis c'est sur ça qu'on a voulu travailler. Donc, cette année, on a utilisé 5 peurs pour aborder ces sujets-là. Puis c'est ça là, qu'on a mis dans l'outil avec le parcours, là, ce que vous parliez tout à l'heure avec le chemin à suivre. Mais c'est 5 peurs qu'on suit et qu'on peut apprendre à apprivoiser finalement. Là. C'est sûr que accepter de travailler sur ses peurs, des fois, ça peut nous faire sortir de notre zone de confort. Là. Quand je vous parle de poids naturel depuis tout à l'heure, c'est sûr que si on est habitué à viser un certain poids, puis que là, moi, j'essaie de vous amener vers quelque chose d'autre, ça peut prendre du temps, puis il faut accepter que des fois, le parcours, là, il peut faire ça. Là, c'est pas obligé d'être... c'est ça, il peut y avoir des hauts et des bas, finalement, au cas où les gens ne me voient pas, hein, parce que j'ai tendance à beaucoup gesticuler. Donc, une des premières peurs qu'on s'est dit, puis je pense que c'est une peur qu'on a entendu beaucoup parler avec tout ce qui se passe avec la période de confinement, c'est la peur de trop manger. Donc là, mais si j'arrête d'être au régime, qu'est-ce qui va arriver avec toutes mes règles sur quoi manger, quand manger, comment manger? Dans le fond, les régimes, ça peut donner des repères externes sur la façon de manger. Donc, comment on fait pour réapprendre à manger finalement sans que ça devienne manger n'importe quoi, manger tout le temps, manger trop? Est-ce qu'on va être capable d'écouter si on n'a pas une quantité à manger? Est-ce qu'on va être capable de s'écouter pour ne pas avoir l'air de trop manger? Et en fait, la façon de faire ça, c'est justement d'essayer d'arrêter de se priver parce que la privation, souvent, ça mène à l'excès, ça mène à la surconsommation. Quand on dit « mangez pas de biscuits et de chips », automatiquement, cet aliment-là va être un petit peu mis sur un piédestal par rapport à d'autres, du céleri ou des concombres. Ça devient tout d'un coup, un est plate, mais l'aliment interdit devient un peu plus attrayant. Puis plus on se l'interdit, plus il nous reste dans la tête, plus quand on mange, on sent qu'on ne devrait pas, même si l'objectif est souvent de nous faire plaisir. Mais cette culpabilité-là va annuler en fait le plaisir. Donc, quand on essaie de mettre de côté la privation ou la culpabilité, qu'on se concentre vraiment sur le plaisir et aussi sur les saveurs, sur le fait de savourer, de prendre le temps vraiment de déguster l'aliment et d'en profiter sans culpabilité, ça va aider éventuellement à avoir une alimentation qui va être plus équilibrée, à retrouver cet équilibre alimentaire-là et à remettre un peu les aliments sur le même pied d'égalité. C'est sûr que c'est facile à dire, puis c'est pas nécessairement facile à faire quand ça fait des années et des années qu'on s'interdit des aliments ou qu'on se sent capable de manger certains aliments. Mais c'est vraiment un travail sur le long terme. Il faut essayer de prendre conscience des aliments qui nous amènent la culpabilité, essayer de
prendre le temps de les savourer, justement. Et le fait de savourer les aliments, ça va aussi nous aider à écouter les signaux que notre corps nous envoie, les vrais signaux de faim, de satiété qui correspondent aux vrais besoins du corps. Donc, éventuellement, on va être capable de s'arrêter à temps, de manger juste quand on a faim. Donc, c'est un travail qui va être long et quand même pas si évident, mais c'est vraiment en cessant de se priver et en mettant plus l'accent sur le plaisir, les signaux du corps qu'on va réussir à se défaire de cette peur-là. Oui, mais c'est vraiment que la pratique qu'on finit par y arriver aussi, puis en se donnant une chance de faire des erreurs, puis après ça, on réajuste, puis c'est pas la fin du monde, on passe à autre chose, puis le lendemain, on fait autre chose. On fait pas de restrictions le lendemain plus, on continue à vivre notre vie normale, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool. Alors, la deuxième part qu'on a voulu aborder, c'est la part de nuire à sa santé. Je pense qu'Andréane, elle l'a quand même abordé plus tôt, qu'on associe beaucoup être mince à être en santé. Puis c'est pas vrai, dans le fond. Être en santé, c'est pas nécessairement relié avec son poids, c'est relié avec ses habitudes de vie, c'est relié avec plein de facteurs aussi qui sont des facteurs génétiques là, sur lesquels on n'a pas toujours de contrôle. J'aimerais ça, moi, qu'on ait une puce qu'on puisse mettre sur le corps qui nous dirait est-ce qu'on est en santé ou pas. Comme ça, on arrêterait d'avoir des préjugés en voyant quelqu'un de gros puis en se disant que cette personne-là n'est pas en santé. Parce que finalement, on regarde une personne mince, mais on le sait pas. Peut-être que cette personne-là, elle fume, elle est stressée, elle dort mal, elle mange pas en écoutant son corps, elle bouge pas du tout, elle est sédentaire. Donc, on peut pas du tout savoir en regardant quelqu'un quelle est sa santé. Puis, dans le fond, la santé, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un état complet de santé physique, mentale et sociale. Donc, je pense que ça, c'est vraiment là, de considérer sa santé de façon très, très globale. Quand on change ses habitudes de vie aussi dans une optique de santé et de bien-être plutôt que de contrôle du poids, ça met une motivation aussi qui est beaucoup plus intrinsèque, qui est très différente aussi. Si on se dit, je vais changer mes habitudes de vie, je vais être ouvert pour essayer des nouvelles choses, je vais essayer des nouvelles recettes, je vais essayer d'aller marcher dehors parce que ça me fait du bien plutôt que parce qu'il faut brûler tant de calories, mais ça devient plus plaisant aussi, c'est plus garant de succès à long terme aussi quand on aime ce qu'on fait, quand on intègre des nouvelles habitudes. Donc, c'est correct de se laisser une marge de manœuvre, de faire des changements, ça demande toujours un certain effort, c'est sûr, mais après, il faut aussi être bien connecté à notre plaisir puis se dire, est-ce que c'est quelque chose que je vais être capable de maintenir toute ma vie ou bien de penser à différents plans B, sinon pour essayer de maintenir ce changement d'habitude de vie-là. Je pense que ce qui est important aussi, des fois, quand on veut s'améliorer, on est motivé, ben on a un petit peu trop d'ambition des fois. Je pense que c'est important aussi d'y aller avec des changements qui vont être graduels et réalistes, puis de viser l'équilibre plutôt que la perfection, parce que même si on veut le meilleur, si on se met trop de pression, ça risque de pas arriver, on risque de pas arriver à maintenir ces habitudes de vie-là non plus à long terme. Donc vraiment, lentement mais sûrement. C'est sûr que c'est pas très glamour, hein? L'industrie de l'amaigrissement, eux, ils proposent quelque chose qui est très rapide, très efficace, hors de tout doute. Nous, on propose quelque chose qui est lent, graduel. C'est une approche différente aussi, mais là, je pense qu'on est dans un contexte où des fois, on repense au rythme de notre vie, là. Donc, c'est peut-être le moment aussi de prendre une pause pour réfléchir à ça et essayer de miser plus sur le lentement mais sûrement. La troisième part qu'on a voulu aborder, c'est la part de ne pas maigrir, c'est sûr. Hein? On pense à un régime, ce qu'on veut, c'est perdre du poids. C'est sûr que les premiers régimes qu'on va faire, ça se peut qu'on les perde des 10-20 livres qu'on vise, là, parce qu'au début, c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui va se passer là, quand ça fait le 10e régime qu'on fait et finalement, au lieu de perdre 10 livres, on prend 5 livres? Comment on va se sentir? Puis en fait aussi, la génétique dicte une bonne partie de notre poids aussi. Donc, il y a une partie sur laquelle on n'a pas de contrôle, il y a une partie qu'on n'a pas le choix d'accepter. Donc, il ne faut pas avoir honte de son poids ou de son corps non plus parce qu'on n'a pas de contrôle. Est-ce qu'on a honte d'avoir les cheveux d'une certaine couleur? Non, c'est sûr, c'est plus facile de teindre des cheveux, puis c'est plus accepté socialement aussi, mais il faut juste se rendre compte qu'il y a une partie sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc, pour essayer de se déculpabiliser et de s'enlever la pression par rapport à notre poids idéal aussi. La quatrième part, c'est la part de s'accepter, ce qui est encore un petit peu relié là, avec la notion de poids naturel. Parce que finalement, on en a parlé, hein, la société, elle impose un modèle, mais ce qu'il faut voir, là, c'est qu'il y a juste 5% de la population qui est vraiment naturellement dans ce modèle-là. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit puis qui on est. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec qu'on voit de plus en plus de diversité corporelle hein, dans les médias. Je pense que ça aide à pouvoir accepter son poids naturel, mais ça peut faire peur de devoir accepter. Souvent aussi, il y a une fausse croyance par rapport au fait que si on s'accepte, ben on va baisser les bras automatiquement, on ne fera plus de changement, puis on va juste accepter le statu quo, mais c'est pas ça du tout, parce que quand on s'accepte, on va être capable de faire des changements, puis on va être capable de
on prend conscience de sa valeur, on s'aime plus, on a envie de faire des changements pour soi. Donc, dans le fond, au lieu de vouloir transformer son corps parce qu'on le déteste, on va vouloir en prendre soin parce qu'on apprend à l'aimer. Donc, la motivation, encore là, est très différente, l'approche aussi. Donc, c'est ça qu'on invite les gens à faire, c'est vraiment de prendre le temps d'essayer de reconnaître leurs forces, peut-être d'accepter qu'il y a certains aspects de leur poids ou de leur corps qu'ils n'aiment pas nécessairement dans le moment présent, de voir ce qui peut ou pas arriver, mais d'essayer de faire ça dans la bienveillance, dans l'acceptation aussi, en se laissant le temps. Puis la dernière part, ben, c'est de succomber à la tentation et de faire un nouveau régime, parce que oui, ça pourrait arriver, là, il y en a tellement partout des régimes, puis on le sait, là, la pression est très forte pour essayer d'en faire, parce que le marketing de l'industrie de l'amaigrissement, finalement, il est très puissant. Ils sont assez riches, hein, on peut se le dire, puis ils savent comment aller nous chercher. Puis il faut faire attention aussi, là, j'ai comme envie de faire un petit bémol sur l'industrie de l'amaigrissement, parce qu'ils ont commencé à parler de bien-être, de saines habitudes de vie, donc à viser ça aussi. Donc là, j'aimerais ça que vous puissiez avoir une petite lumière rouge là, quand on parle de cette nouvelle tendance-là dans les régimes. Dès qu'il y a perte de poids qui est associée à ça, essayez de vous dire « Ah ouais, peut-être que que c'est pas la bonne chose finalement », puis qui vont essayer de me proposer des choses que je serais pas capable de conserver à long terme. Donc ça, c'était mon petit bémol, industrie de l'amaigrissement. Mais c'est sûr qu'ils sont là. Malgré tout ça, comme Nathalie disait, je pense que si jamais les gens décident de succomber à la tentation, on ne veut pas non plus par nos messages où on dit aux gens, on les met en garde contre les régimes, on ne veut pas non plus qu'ils se blâment ou qu'ils disent « Hey, je le sais, je le fais quand même, ça n'a pas de bon sens, je suis un peu mal à l'aise avec ça », parce que dans le fond, comme Nathalie disait, le marketing est très fort, puis peut-être que la personne n'est pas encore rendue là. Tu sais, des fois, ça prend un certain temps aussi avant de cheminer là-dedans. Donc, ce qu'on invite les gens à faire, si la tentation de succomber est là ou si les gens succombent, c'est pas de se blâmer, mais c'est un peu de prendre le temps de se questionner, de s'observer. Pourquoi j'ai voulu me mettre au régime comme ça? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire? Est-ce que l'été s'en vient? Ça me met de la pression? Pourquoi c'est si important que ça? Tu sais, vraiment d'essayer de prendre le temps de s'observer, de réfléchir aussi aux autres fois où on a fait un régime. Tu sais, est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qui nous avaient vraiment fait du bien? Est-ce que c'était temporaire? Tu sais, pour essayer de se laisser le temps de se convaincre, de trouver des avantages à ne pas suivre de régime et vraiment d'être bienveillant envers soi, parce que si on succombe, c'est peut-être qu'on n'était pas tout à fait rendu là, puis peut-être que la prochaine fois, on va y être rendu. Donc, de vraiment essayer d'accepter aussi une rechute, parce que ça peut faire partie du processus. Oui, la bienveillance, là, puis l'introspection aussi, là, c'est comme deux choses super importantes dans un parcours du genre. Puis sinon, autrement, ma dernière question aussi, c'était par rapport au fait, en fait, tu pourrais insister sur quelque chose aussi que je trouve vraiment important de mentionner. Est-ce que c'est possible de finir par justement mettre de côté toute la culture des régimes, toute la pression des diètes, après avoir fait plusieurs diètes? Donc, est-ce que c'est possible de retrouver un équilibre alimentaire après avoir fait plusieurs années, par exemple, de régime? Bien, oui, c'est possible. Puis effectivement, ça ne sera pas simple, comme on disait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont vécu, le yo-yo, les échecs des diètes, qui se sont blâmés à tort parce que la méthode ne fonctionnait pas, mais que dans le fond, ils croyaient que c'était eux. Sont tannés de ça puis qui ont envie d'essayer d'autres choses. Tu sais, des fois, quand on réessaye toujours la même chose puis que ça fonctionne jamais, des fois, ça vaut la peine d'essayer de voir ça autrement puis de vraiment complètement changer. Donc, je pense qu'on dit souvent ça chez Clip, il faut changer de lunettes là, puis arrêter de regarder juste le poids puis essayer de voir ça avec d'autres yeux. Mais c'est sûr que voir ça avec d'autres yeux, ça nécessite de désapprendre les règles qu'on a apprises depuis longtemps. Ça nécessite de faire preuve de bienveillance à l'égard de son corps. Ça nécessite d'accepter aussi le poids que ça va donner sur la balance ou la silhouette que ça va donner et de miser vraiment plus sur son bien-être. Donc, oui, c'est possible, mais ça demande du travail. Les campagnes qu'on fait chaque année, c'est un peu pour aider les gens, les sensibiliser. Puis des fois, juste allumer une lumière dans la tête des gens pour dire hey, c'est vrai, peut-être qu'il y a une manière de vivre autrement qui aurait un moins grand impact sur mon quotidien, parce que quand on se lève, qu'on se pèse, que notre journée va tout être en conséquence de ce poids-là, qu'on va calculer ce qu'on va manger, combien il faut qu'on brûle, qu'on ne se sentira pas bien dans sa peau, tout ça, ça a un impact vraiment important aussi. Donc, il faut prendre le temps des fois de remettre ça en question. Puis évidemment, quand on a été beaucoup dans la restriction ou qu'on a une relation plus difficile avec notre corps, des fois, ça peut nécessiter un accompagnement aussi de professionnels de la santé qui sont qualifiés là-dedans, comme des nutritionnistes, des psychologues, où on peut en parler à son entourage aussi pour être soutenu puis pas se sentir tout seul là-dedans, parce que c'est sûr que la population en général est préoccupée par son poids, peu importe le poids, donc des fois d'en parler aussi pour se sentir soutenu par son entourage, par son conjoint, par ses amis, par sa famille, ça peut aussi aider.
Oui, non, mais hey, ça répond tellement bien à mes questions. Je pense que les gens qui vont écouter ça vont être rassurés, vont voir aussi qu'il y a d'autres façons de vivre notre vie que de suivre tout le temps des règles strictes. Puis ils vont pouvoir aller voir votre contenu aussi pour en savoir plus. Là, je pense qu'on va fermer l'entrevue sur ça parce que ça boucle vraiment très bien tout le contenu par rapport aux diètes, puis par rapport à votre mouvement. Par rapport à aussi tous les autres contenus, je vais recommander aux gens d'aller voir votre plateforme. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu plus encore pour rappeler aux gens qu'est-ce qu'ils devraient aller voir, c'est quoi les sites web, c'est quoi les ressources qui sont disponibles. Oui, alors sur équilibre.ca/réconciliation, vous allez trouver les visuels de la campagne, la petite bande dessinée, le parcours vers la réconciliation, le billet de blog, les balados. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook de Groupe Équilibre. On va publier tout le contenu de la campagne à partir de lundi, le 4 mai. Parfait. Donc, on va se retrouver, en fait, dans une autre entrevue dans laquelle on va parler de l'impact du confinement sur nos vies, sur nos habitudes alimentaires, puis tout ça en lien avec les régimes, puis les diètes, la pression, pour avoir une certaine apparence. Donc, merci beaucoup, les filles, pour ça. C'est vraiment super apprécié. Puis, on se retrouve dans une prochaine entrevue. Bye! Bye! Salut! Voilà pour l'épisode de podcast avec Andréane et Nathalie. Ça a été une discussion vraiment super allumante. Moi, je suis motivée puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut définitivement vous aider. Donc, comme on l'a dit, allez voir les différentes ressources sur mon blog. Je vais mettre les liens dans l'article qui va être relié à l'épisode de podcast. Si tu préfères écouter les podcasts sur ma plateforme de podcast, tu peux également aller voir sur l'article. Il y a des petits liens pour écouter tout ça à travers Spotify, à travers les applications d'iTunes, en tout cas. Il y a plein d'options. Et je voulais aussi prendre un petit moment pour mentionner le fait que ma formation à la fin est également en période de lancement en ce moment et il y a un gros rabais sur celle-ci. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te suggère d'aller cliquer sur les liens qui se trouvent dans la barre d'infos en bas et n'hésite jamais à me poser des questions parce que je suis toujours là pour te guider et te répondre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir t'aider à travers tout ça à adopter des meilleurs comportements qui vont te permettre d'avoir une alimentation plus intuitive et plus agréable. Donc là-dessus, je te laisse vaquer tes occupations et je te suggère finalement de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, de commenter en me disant si tu as des questions pour les filles ou si tu as également d'autres choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit, si tu as envie de partager ton avis aussi sur la question ou ton expérience personnelle. Lâche-les en commentaire, j'adore ça, vous lire. Et finalement, abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir le deuxième épisode de podcast qui a été réalisé avec Andréane et Nathalie et qui va être partagé prochainement. Donc, bye bye et à la prochaine!